C'est une vidéo que nous savions devoir faire, mais c'est l'une des plus difficiles que nous ayons jamais filmées. Aujourd'hui, nous allons visiter la prison S21 et les champs de la mort au Cambodge. Nous partagerons également comment se rendre sur ces sites depuis le centre-ville et combien cela coûte approximativement, y compris les frais d'entrée pour chaque lieu. Et surtout, nous discuterons de la façon de se préparer émotionnellement et respectueusement à ce que vous y vivrez. Nous avons tous entendu dire que ceux qui n'apprennent pas de l'histoire sont condamnés à la répéter. Et ce qui s'est passé ici est une partie de l'histoire que nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre d'oublier. Ce voyage n'est pas du tourisme sombre, c'est un acte solennel de témoignage. Nous voulons vous emmener avec nous pour comprendre ce que l'on ressent en se tenant dans ces lieux aujourd'hui, pour sentir le poids immense d'un passé qui n'est pas aussi lointain que nous le pensons. On pourrait imaginer un endroit comme celui-ci, au fin fond de la campagne, caché du monde. Mais notre voyage commence en plein cœur de Phnom Penh, une ville animée, pleine de vie, de bruit et de l'énergie chaotique d'une croissance incessante. C'est le premier frisson qui nous parcourt. L'endroit où tant de morts ont été méticuleusement planifiés n'est pas un complexe isolé et lointain. Il est là, devant nos yeux, caché à la vue de tous. Nous nous arrêtons devant un ensemble de bâtiments murés qui ont l'air complètement, étrangement ordinaires. Ils ressemblent à une école, parce que c'est exactement ce que c'était. C'était le lycée Tuol Svei Prey avant qu'on ne lui donne un nouveau nom, horrible, la prison de sécurité 21 ou S21. Avant d'entrer, il est crucial de comprendre ce qui s'est passé au Cambodge entre 1975 et 1979. Le pays était sous le contrôle de fer des Khmers rouges, un régime brutal dirigé par Pol Pot. Leur objectif était de transformer le Cambodge en une société totalement agraire et sans classe. Pour atteindre cette utopie tordue, ils ont aboli l'argent, la religion et toute propriété privée. Ils ont vidé les villes, marchant des millions de personnes vers la campagne pour mourir d'épuisement dans de vastes camps de travail. Ils ont ciblé quiconque était considéré comme un intellectuel, médecin, enseignant, artiste, même des gens qui portaient simplement des lunettes. Au final, on estime qu'entre 1,7 et 2 millions de personnes sont mortes d'exécution, de famine, de surmenage ou de maladie. Cela représente près d'un quart de la population totale du pays. S21 était l'un des près de 200 centres de sécurité établis à travers le Cambodge, mais il servait de plaque tournante centrale pour la torture et l'interrogatoire. Après avoir payé le droit d'entrée, juste quelques dollars, les visiteurs peuvent choisir entre une visite guidée ou un appareil audio pour le même prix. Nous avons opté pour le guide audio, ce qui nous a permis de parcourir le site à notre propre rythme et d'absorber les histoires en silence. C'est un petit appareil portatif qui va devenir notre narrateur solennel pour la journée. La femme qui noue le temps le fait avec une révérence tranquille, un regard qui communique sans mots. Vous avez besoin de cela pour vraiment comprendre. Dès que nous franchissons les portes, le bruit vibrant de la ville se dissout. L'air à l'intérieur de la cour est lourd, immobile et épais d'une histoire inexprimée. Le terrain est étonnamment calme, avec de l'herbe soigneusement tondue et des frangipaniers parfumés. Mais cette surface paisible est immédiatement brisée par les bâtiments eux-mêmes. On ne peut pas rater les rangées interminables de barbelés rouillés enroulés autour des balcons en béton. Ce n'est pas seulement sur les murs extérieurs, c'est superposé sur chaque ouverture, créant une cage dans une cage. La raison en était sinistrement pratique. Empêcher les prisonniers, poussés au désespoir absolu par la torture, de sauter pour mettre fin à leur jour. Ils n'avaient pas le droit de mourir tant que le régime n'en avait pas fini avec eux. Nous entrons dans le premier bâtiment et les pièces sont spartiates, désolé, à l'exception d'un seul cadre de lit en métal rouillé au milieu de chacune d'elles. Sur le mur au-dessus, il y a une grande photo en noir et blanc montrant la pièce exactement telle qu'elle a été trouvée lorsque l'armée vietnamienne a libéré la ville en 1979. La photo montre la dernière victime découverte dans cette même pièce, souvent encore enchaînée au lit. Son corps, un témoignage final de la torture inimaginable qu'elle a endurée. C'est une chose de lire sur ces horreurs. C'en est une autre de se tenir dans une salle de classe transformée en cellule de torture dédiée.
Le poids de tant de souffrances est juste accablant. Le silence ici est total et profond. Tout le monde marche lentement, le visage grave, tous perdus dans nos propres pensées, mais connectés par ce sentiment partagé d'incrédulité et de choc. Les prisonniers étaient accusés d'être des espions pour la CIA, le KGB ou le Vietnam. Les accusations étaient presque toujours complètement fabriquées. Le but n'était jamais la vérité. C'était de créer une trace écrite de trahison qui justifierait la paranoïa croissante du régime et ses purges constantes et sanglantes. Dans le bâtiment suivant, l'horreur ne fait que s'intensifier. Les étages supérieurs ont été divisés en des centaines de minuscules cellules rudimentaires. Certaines sont en briques brutes, à peine assez grandes pour qu'une personne puisse s'y allonger. D'autres sont en bois, encore plus petites, empilées les unes sur les autres comme des cages d'animaux. On peut encore voir les taches sombres et indélébiles sur le sol, les marques de griffures désespérées sur les murs. Le guide audio diffuse la voix d'un survivant, l'un des très rares à être sorti vivant de S21. Il décrit la chaleur suffocante, les cris constants provenant d'autres cellules et la terreur pure et paralysante d'entendre des pas s'arrêter à sa porte. Mais pour nous, ce qui est le plus obsédant à propos de S21 se trouve dans les derniers bâtiments. Ici, les murs sont couverts du sol au plafond de milliers de portraits en noir et blanc. Ce sont les photos d'identité prises de chaque prisonnier à leur arrivée. Les Khmers rouges étaient des archivistes méticuleux et bureaucratiques. Chaque homme, femme et enfant qui passait par ces portes était photographié et sa biographie documentée avant d'être systématiquement détruit. Nous nous tenons là et nous regardons dans leurs yeux. Nous voyons des hommes, des femmes, des enfants. Certains nous regardent avec défi, d'autres avec une confusion totale. Mais tant d'entre eux ont juste ce regard de terreur pure et déchirante, comme s'ils connaissaient déjà leur destin. Nous voyons une jeune mère serrant son bébé, tous deux marqués d'un numéro. Nous voyons des vieillards qui semblent avoir vécu 1000 ans, seulement pour que leur vie se termine ici. Nous parcourons les visages, rangée après rangée, sans fin. Et puis, le guide audio nous porte le coup de grâce. Sur les quelques 17 000 à 20 000 personnes emprisonnées ici, il n'y a eu qu'une douzaine de survivants connus. Presque chaque visage qui nous regarde appartenait à quelqu'un qui a été torturé puis envoyé à la mort. Ce n'étaient pas des statistiques, c'étaient des personnes. Et l'ampleur de cette perte, si cliniquement documentée dans ces images, est tout simplement impossible à appréhender. Quitter S21, c'est comme refaire surface après avoir été retenu sous l'eau. La lumière du soleil est trop vive, les bruits de la ville trop stridents. À l'arrière d'un tuk-tuk, le vent est une distraction bienvenue, mais les images de la prison persistent. Nous sommes en route pour Choeong-ek, les champs de la mort, à 30 minutes de route dans la campagne verdoyante. Pendant que nous roulons, nous nous souvenons de l'explication de l'audioguide. Les prisonniers faisaient ce même trajet. Entassés dans des camions, les mains liées, généralement la nuit, on leur disait qu'ils déménageaient dans une nouvelle maison. Le dernier mensonge cruel du régime. Ils allaient à leur tombe. Tandis que notre tuk-tuk cahote, nous imaginons leur terreur et leur confusion sur ce chemin. Un voyage de l'enfer carcéral à la fin brutale. Nous ne quittons pas seulement un lieu, nous nous dirigeons vers la conclusion logique de la cruauté systématique. L'entrée du centre génocidaire de Choeong-ek est étrangement, et de manière troublante, paisible. Si vous ne connaissiez pas l'histoire, vous penseriez que c'est juste un parc tranquille. C'était autrefois un verger de longaniers et un cimetière chinois, et la terre conserve encore cette beauté sereine et rurale. Des oiseaux chantent dans les arbres, une douce brise agite les feuilles. Et cette paix profonde est précisément ce qui rend cet endroit si profondément perturbant. C'est le contraste le plus saisissant imaginable avec l'horreur que ce sol a absorbé. Encore une fois, l'audioguide est essentiel. Nous suivons un sentier qui nous mène d'un point marqué à l'autre. La voix du narrateur est la seule chose qui remplit le silence, car chaque visiteur marche avec des écouteurs, perdus ensemble dans un état de deuil privé et partagé. Les premiers arrêts indiquent des creux dans la terre, des dépressions herbeuses que vous remarqueriez à peine autrement. Ce sont les fosses communes. Le guide explique qu'ils en ont découvert plus de 129 ici. Alors que nous marchons, nous commençons à voir de minuscules fragments d'os et des lambeaux de vêtements remontés à la surface des sentiers, poussés par les pluies saisonnières. Il y a de petits panneaux vous demandant de rester sur les chemins, un rappel brutal et déchirant
que vous marchez sur un cimetière où les morts n'ont pas été autorisés à se reposer véritablement. L'un des arrêts les plus tristement célèbres est un grand arbre noueux, connu simplement sous le nom de l'arbre à tuer. L'audioguide explique, d'un ton froid et factuel, que c'est là que les bourreaux assassinaient les bébés et les jeunes enfants. Ils les balançaient contre le tronc de cet arbre, forçant souvent leurs mères à regarder avant qu'elles aussi ne soient tuées. C'était une méthode calculée pour détruire des familles entières, pour s'assurer qu'aucun enfant ne grandirait pour chercher vengeance. Nous restons là, à regarder l'arbre, ressentant une nausée froide et creuse dans l'estomac. Il n'y a pas de mots pour décrire le mal qui s'est produit à cet endroit. Le silence absolu de tous ceux qui nous entourent en dit long. Nous sommes tous témoins de quelque chose que le langage ne peut tout simplement pas contenir. Les Khmers rouges étaient cruellement efficaces. Les balles coûtaient cher. Elles étaient donc rarement utilisées pour les exécutions. Le guide décrit comment la plupart des personnes amenées ici depuis S21 étaient matraquées à mort, avec tout ce qui était à portée de main. Barres de fer, essieux de charrettes, même les bords tranchants et dentelés des feuilles de palmier à sucre. Pour couvrir les bruits des massacres et les cris des victimes, d'énormes haut-parleurs étaient suspendus dans les arbres, diffusant de bruyantes chansons révolutionnaires dans la nuit. C'est un détail si diabolique qu'il est difficile à assimiler pleinement. Le chemin à travers les champs mène à un dernier arrêt inoubliable, le stupa commémoratif. C'est un grand monument bouddhiste blanc construit pour honorer les victimes et abriter leurs restes. En vous approchant, vous voyez ce qui se cache derrière les parois de verre transparent. Des milliers et des milliers de crânes humains. Ils sont rangés soigneusement sur des étagères, empilés sur 17 niveaux de hauteur et classés par âge et par sexe. Aux niveaux inférieurs, vous pouvez voir les preuves directes et brutales des méthodes d'exécution. Les crânes sont brisés, enfoncés ou percés de trous béants causés par un marteau, une hache ou un bâton de bambou aiguisé. Voir tous ces crânes, tous en même temps, est le moment où l'ampleur abstraite de l'atrocité devient terriblement réelle. C'est une confirmation viscérale et indéniable de tout ce que vous avez entendu. Ce ne sont pas des chiffres dans un livre d'histoire. C'étaient des personnes, chacune avec une vie et une histoire. Le volume pur est à couper le souffle de la pire des manières imaginables. Se tenir devant cette tour d'ossements, c'est comme regarder dans l'abîme de ce dont les humains sont capables. Ce n'est pas seulement un mémorial, c'est un avertissement irréfutable. C'est ce qui arrive quand l'idéologie et la haine sont autorisées à se déchaîner complètement. Le silence ici est plus lourd que partout ailleurs. Les gens enlèvent leurs chapeaux. Certains pleurent silencieusement. D'autres se contentent de regarder, leur visage marqué par une tristesse trop profonde pour les larmes. Ce stupa existe pour que personne ne puisse jamais nier ce qui s'est passé ici. En quittant Cheong-ek, nous nous sentons vidés, complètement et totalement vides. La journée a été un voyage à travers les parties les plus sombres de l'histoire humaine. Il y a une tristesse accablante, une douleur collective profonde pour les vies qui ont été si brutalement volées. Mais sous toute cette tristesse, un autre sentiment commence à émerger. Une gratitude profonde. Gratitude pour nos propres vies, pour la paix, pour les libertés simples que ces personnes se sont vues si horriblement refuser. Visiter ces sites est incroyablement difficile, mais nous pensons que c'est nécessaire. On ne vient pas ici chercher une fin, car pour une tragédie d'une telle ampleur, il n'y en a pas. On vient ici pour comprendre. On vient témoigner des histoires des victimes et s'assurer qu'elles ne soient pas oubliées. Et ce qui est vraiment remarquable, c'est la résilience du peuple cambodgien. Après avoir vécu ce cauchemar inimaginable, ils ont lentement et laborieusement reconstruit leur pays. Les rues de Phnom Penh sont maintenant remplies d'une nouvelle génération, pleine d'énergie et d'espoir, bâtissant un avenir sur les fondations d'un passé profondément douloureux. Une telle expérience nous change. Elle nous force à confronter le génocide, non pas comme un concept abstrait, mais comme une série de choix faits par des individus qui ont conduit au meurtre de millions de personnes. Elle renforce notre conviction de la nécessité absolue de se souvenir. Nous devons apprendre cette histoire. Nous devons accepter l'inconfort et la tristesse. Car les histoires des personnes qui sont mortes dans ces champs et dans cette prison sont un rappel permanent de notre devoir partagé de nous opposer à la haine, de lutter pour la justice et de protéger la dignité humaine.
partout, et chaque fois qu'elle est menacée. Lorsque vous visitez ces sites, il existe quelques options de transport, et nous allons vous présenter les deux plus pratiques. Si vous préférez une visite de groupe guidée, vous pouvez facilement en réserver une en ligne via des plateformes comme Klook. Le coût est d'environ $15 US par personne, couvrant le transport aller-retour depuis votre hôtel dans le centre de Phnom Penh vers les deux sites. Gardez à l'esprit que les frais d'entrée ne sont pas inclus dans ce prix. Pour ceux qui apprécient la flexibilité et l'indépendance, prendre un tuk-tuk est une excellente alternative, et c'est l'option que nous avons choisie. Cela vous permet d'explorer à votre propre rythme, de vous arrêter quand vous le souhaitez et de profiter d'une expérience plus personnelle. C'est aussi beaucoup plus abordable. Au lieu de payer $30 US pour 2 personnes lors d'une excursion en bus, nous n'avons dépensé que $10 US au total pour nous deux en tuk-tuk aller-retour. La réservation est rapide et facile. Il n'est pas nécessaire de négocier ou de planifier à l'avance. Il suffit d'ouvrir l'application Grab, de demander un tuk-tuk et l'un arrivera en quelques minutes. Une fois votre visite terminée, utilisez simplement la même application pour réserver un trajet vers votre prochaine étape ou de retour à votre hôtel. Certains voyageurs s'inquiètent de la distance ou des conditions routières, mais le trajet est en fait confortable et simple. Comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, les routes sont lisses et bien entretenues, ce qui rend le voyage facile et agréable. Quant aux frais d'entrée, le musée du génocide de Tuol Sleng, S21, coûte $10 US, audioguide inclus. Le centre génocidaire de Choyung Ek coûte $6 US, également avec l'audioguide. Il est fortement recommandé de prendre les audioguides, ils offrent des récits poignants, des détails historiques et des témoignages de survivants qui vous aident à comprendre les lieux plus profondément. Visiter les deux sites en une seule journée est tout à fait gérable. Environ 4 heures au total, avec environ 2 heures à chaque endroit si vous utilisez les audioguides. Enfin, prenez un moment pour vous préparer mentalement et émotionnellement avant votre visite. Ce ne sont pas des lieux touristiques ordinaires. Ce sont des mémoriaux dédiés à l'immense souffrance humaine et à la résilience. Allez-y avec respect et recueillement. Accordez-vous des moments de silence et rappelez-vous que cette expérience vise à honorer les victimes et à comprendre le passé du Cambodge. C'est émouvant, poignant et profondément significatif. Visiter ces lieux est difficile, mais nous pensons que c'est une partie essentielle de la compréhension du Cambodge et une leçon cruciale de l'histoire humaine. Si vous êtes déjà venu ici, ou si cette histoire vous a ému, veuillez partager vos réflexions avec respect dans les commentaires ci-dessous. Créons un espace de souvenirs et assurons-nous que ces histoires et les avertissements qu'elles contiennent ne soient jamais oubliés. Merci d'avoir témoigné avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de consulter la vidéo correspondante sur votre écran pour plus de contenu captivant. Explorez notre chaîne pour encore plus de vidéos passionnantes. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à Globe Gazette pour plus d'histoires incroyables. Nous apprécions votre soutien. Nous sommes impatients de vous retrouver dans la prochaine vidéo.